First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul ? Je suis Marc Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. Ce podcast vous est proposé avec le soutien de Harvester. Harvester, qu'est-ce que c'est ? C'est la solution SaaS pensée par et pour les product managers pour vous aider à centraliser les feedbacks, prioriser les bonnes fonctionnalités et construire une roadmap alignée avec les enjeux business. De plus, grâce à leur copilote IA, Harvester analyse automatiquement les retours clients issus de vos outils du quotidien, tickets support, appels, Slack, CRM par exemple, et elle les classe selon votre propre taxonomie et détecte les tendances et vous aide à prendre les bonnes décisions produits. Depuis maintenant 2 à 3 ans, notre métier a été bouleversé par l'arrivée de l'IA générative. Depuis, on constate une évolution avec des opportunités, de nouveaux jobs ou de spécialisation, des partis pris également très forts de type adopte ou disparaît. Pour un First PM, forcément, cela va aussi avoir un impact. Mais par où commencer les choses ? Comment est-ce qu'on peut être sûr de l'efficacité de ce qu'on met en place ? Et comment mettre le curseur au bon endroit aussi pour ne pas faire que ça et rester très efficace ? Pour parler de ce sujet, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentin Huang, qui est le CEO de Harvester et qui a également la casquette product chez eux. Salut Valentin, comment vas-tu ? Je te laisse la main et je te laisse déjà te présenter. Salut Marc, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Donc je me présente rapidement, Valentin, cofondateur et CEO d'Harvester, chez qui j'ai eu aussi la casquette de First PM depuis le début. On s'est partagé d'ailleurs le rôle produit avec mon associé, qui lui est CTO et aussi à la responsabilité du product design. Et donc ça fait à peu près bientôt une dizaine d'années que je suis dans le produit. Et au départ, plus côté IoT hardware. Et j'ai rencontré mes associés dans Harvester qui eux venaient aussi du monde du produit plus côté PM. Et c'est comme ça que on a créé Harvester il y a maintenant quelques années. Et aujourd'hui, on est une équipe donc basée exclusivement en France, mais avec des clients déjà à l'international et une solution donc qui sert les équipes produits. Donc on travaille aussi avec des First PM régulièrement et des équipes plus grandes. Exactement, c'est pour ça que tu es plutôt très très pertinent pour moi pour ce sujet-là. Ta discovery, tu l'amènes auprès de First PM, c'est tes clients, c'est tes utilisateurs, tu comprends, toi tu avais cette casquette-là. Et depuis quelques temps maintenant, justement, chez Harvester, vous avez pris le gros virage de l'IA. Quand même, ça se voit, vous communiquez beaucoup là-dessus. On sent que pour vous, il y a une vraie sensibilité. Euh, D'où le fait que j'ai pensé à toi pour cet épisode-là. Je te propose qu'on rentre déjà vraiment dans le vif du sujet et qu'on en parle de manière déjà assez générale. Mais pourquoi l'IA vraiment, de ton point de vue, a changé la donne sur ce métier-là ? Ouais, je pense que l'IA change la donne sur toute la fonction produit et donc forcément ça impacte les First PM aussi, mais pas uniquement. Euh, Peut-être pour commencer, je dirais qu'est-ce qui va pas trop changer dans le rôle du First PM. C'est le fait que il arrive dans une organisation pour créer, structurer la fonction produit. Donc cette fonction-là, elle va évoluer, mais ce rôle-là de vraiment structurer les choses au début, challenger la vision des fondateurs, mettre en place les bons process, les bons outils, ça va pas changer. Ce qui va changer, et je pense pour le mieux, et moi mon avis, c'est que l'IA, c'est une super opportunité en fait pour les first PM ou pour la fonction produit en général. C'est que déjà on va pouvoir se dégager beaucoup de temps d'opérationnel, donc automatiser tout un tas de choses, écrire des specs, des tickets, faire de la QA, prendre des notes d'entretien utilisateur. Tout ce côté opérationnel et aussi un peu répétitif,
va être amené à progressivement disparaître. Et donc, en fait, ça va laisser aussi plus de temps pour les first PM pour arriver dans des organisations et en fait travailler vraiment sur l'impact qu'on peut avoir sur l'entreprise, sur le business, qui est, je pense, la partie la plus intéressante. Et justement, on voit, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de soit des CEO, soit des first PM, où il y a souvent un peu une incompréhension quand on recrute un premier produit, un premier profil produit dans l'entreprise sur ce que cette personne va faire, les job desks qui sont pas forcément très clairs, et finalement des first PM qui se retrouvent à avoir une promesse de tu vas faire de la stratégie, de la roadmap, et en fait font beaucoup d'opérationnel. Et l'IA, bah là, permet justement de rebattre un peu les cartes et d'automatiser cette partie un peu opérationnelle chiante pour tout de suite avoir vraiment de l'impact. Yes. C'est intéressant comme tu as pris déjà le sujet. En fait, bon, il y a quelques temps, là, il y a 2 jours, on était à un meet-up ensemble où on a parlé d'IA, de Discovery, notamment avec Rémi Guyot. Euh, on voit qu'il y a beaucoup que ce soit des webinars, des formations sur le côté IA. Mm. Et j'aime bien comment toi, tu as déjà commencé à présenter le sujet. C'est-à-dire que quand je suis, que ce soit ces meet-ups, ces formations, ce genre de choses, ça rentre dans des sujets qui sont déjà potentiellement très poussés. Et comme tu l'as rappelé déjà d'entrée, pour un first PM, ouais, sur plein de choses, ça va aider. Mais il y a une partie du métier qui est comme tu l'as dit, reprendre la vision, la challenger, mettre des process en place qu'il faut pas négliger et sur lequel en fait on peut pas forcément s'appuyer sur l'IA ou c'est pas forcément comment dire euh, c'est pas l'outil qui va nous permettre de faire tout ça. Donc j'aime bien comment tu fais un petit rappel quand même là-dessus, mais qui est très très important parce que comme je l'ai dit là en intro, depuis que donc ChatGPT est arrivé et puis tous les autres derrière, on a l'impression que si on n'en fait pas, on est mort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va servir dans plein de choses, ça va améliorer notre quotidien sur plein de choses, mais ça va pas tout faire non plus. Donc j'aime bien le fait que tu rappelles ça quand même d'entrée. Et encore une fois, quand j'assiste à beaucoup de meet-up ou autres, je vois qu'il y en a plein qui mettent des choses en place. Alors, on parle de ChatGPT, on parle de Mistral, on va parler de Perplexity, tout ce que tu veux, Claude. Après, il y en a qui vont te parler de Dust derrière, comment ils s'en servent. Pour moi, ça c'est le step d'après. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Maintenant, quand on est un first PM, là-dedans, très honnêtement, moi j'entends ça, je me dis, ok, mais par quel bout je le prends Ouais. déjà. Et sur on va dire un peu les must-have pour le first PM, moi j'ai un peu un avis là-dessus que je te partagerai. Mais toi, ton sens, si on veut pas se perdre là-dedans, parce qu'on peut vite être perdu, en fait, quels seraient les must-have? Par quoi tu penses qu'un first PM devrait commencer? Juste avant l'épisode, déjà, je t'ai dit que pour moi, il y avait deux familles un peu de first PM. Il y a le côté t'es en scale, t'es en startup avec une culture produit et des founders qui ont cette connaissance de l'IA générative. Donc, tu as une certaine manière d'appréhender les choses et tu as l'autre pan où t'es dans une TPE où cette culture de l'IA générative, elle y est pas forcément. Donc, tu as peut-être aussi une espèce d'éducation à faire. Toi, ton point de vue par rapport à ça? Oui, je pense que ça dépend de la configuration de la boîte dans laquelle tu arrives. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de choses. Si on parle de comment le First PM peut s'aider dans son quotidien avec des outils, euh, ou directement en interagissant avec des LLM, il y a plein de choses qui peuvent être déjà faites, bien automatisées. On parlait avant de, par exemple, découper un projet en specs, faire ses specs, créer même enfin CD pour créer justement des bons tickets bien détaillés, etc. Donc là, plus sur la partie proche du delivery. Il y a, par exemple, dans notre cas, pouvoir analyser des feedbacks, en faire des résumés, faire comme tu disais avant, des transcripts enfin, des prises de notes, transcripts d'interviews utilisateurs, pouvoir aussi résumer ça. Donc il y a
certains outils qui permettent de le faire déjà clé en main. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et je pense qu'il faudrait, faut commencer par ça assez naturellement. Ouais, Après, il y a un peu deux pans, c'est-à-dire qu'il y a comment le First PM s'aide de l'IA dans son quotidien pour être plus efficace, et il y a aussi comment le First PM va être amené à développer, à créer des features IA. Et je pense que clairement. pour moi, le gros enjeu, il est surtout là, parce que les outils qui peuvent nous aider vont devenir meilleurs au fil des années. Les technos évoluent assez vite, et surtout, bah, il y a beaucoup d'équipes produits qui travaillent justement sur la création de ces produits pour les faire adopter, etc. Mais le challenge qui pour moi est plus difficile pour les first PM, c'est bah, tu arrives dans une entreprise qui crée des features des produits IA ou qui veut en créer. Les attentes peuvent être assez importantes. Et là, je pense que le travail est plus conséquent. Ok, ok, alors super intéressant. Là, je te rejoins complètement. Effectivement, il y a les deux sujets. Il y a le sujet l'IA pour ton travail et il y a l'IA à implémenter dans ton produit pour justement servir au mieux tes utilisateurs, tes clients. T'as bien fait de remettre le sujet au milieu quand même parce que j'avoue que j'en ai pas parlé, mais pourtant c'est le cœur du truc. Euh, on découpe ça en deux. Déjà, t'as dit pour ton quotidien sur la partie delivery, ça t'aide à faire des tickets, ce genre de choses. Ça c'est clair, c'est un must-have. Et il y a des outils dans tous les sens. Et ensuite sur la collecte de feedback pour les analyser. Encore une fois, là, il y a des outils qui ont émergé, qui font le taf et qui le font bien. Alors, des fois, ça dépend si on travaille avec des outils qui sont bons sur l'interprétation du français ou non. Je me suis aperçu que la collecte de feedback, elle n'était pas forcément exceptionnelle suivant les outils. Si tu fais de la discovery auprès des Anglais, ça marche très bien, et auprès d'un public français, pas forcément. Quand même, ça, je m'en suis aperçu. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as constaté, mais Bah, le sujet enfin, la barrière, on va dire, de la langue, notamment pour les LLM, je pense que on va dire les langues, notamment le français, qui est une langue qui est beaucoup parlée dans le monde, euh, l'anglais évidemment, ou même l'espagnol, etc. Nous, on le voit dans notre produit, maintenant c'est très bien géré. Il y a des modèles d'ailleurs qui sont spécialisés vraiment là-dedans. Mais c'était pas forcément le cas il y a un an. Enfin, moi, quand j'ai commencé à utiliser les outils de transcript, notamment pour enregistrer des appels, et que bah, parfois c'est en anglais, parfois en français, tu vois une différence clairement enfin tu voyais une différence dans la qualité, qu'on voit encore un petit peu aujourd'hui, mais je pense que c'est une barrière qui est en train ok. d'être franchie assez rapidement. Ok, assez intéressant. Et moi, je suis novice là-dedans, très honnêtement. Donc, je me nourris de ce que tu dis, hein, pour être très très clair. Euh, Tu disais que l'objectif, c'est d'implémenter pardon, de l'IA dans nos produits. Il y a forcément des attentes là-dedans. Et moi, je me rappelle, il y a 2 ans et demi de ça, on m'avait dit, il y a deux, trois accompagnements que j'avais fait où le sujet, c'était on veut mettre de l'IA. Ok, sur quoi? Je sais pas, on veut mettre de l'IA. Donc, on sait que tout le monde veut le faire. Il y a un vrai pan là-dessus. Et toi, ce que tu me partageais, c'est que il y a des connaissances fondamentales à avoir que si tu les as pas, bah, tu vas avoir un train de retard. Pour toi, c'est lesquels, justement? Ouais, alors il y a des connaissances à avoir et en fait qui évoluent très rapidement. Euh, donc déjà, je pense que comprendre ce que c'est un LLM, c'est déjà la première étape importante, c'est-à-dire vraiment dans le détail comment ça fonctionne, dans quel sens c'est différent aussi de l'IA, parce que souvent on fait un peu amalgame IA, LLM. Par contre, on parle d'IA aujourd'hui, enfin, on parle des LLM parce que c'est ce qu'on a été amené Clairement. à utiliser dans notre quotidien. Mais l'IA, c'est bien plus vaste que ça, et donc les LLM, c'est une catégorie de modèles. Il y a d'autres modèles qui permettent de faire d'autres choses, des modèles spécialisés qui permettent de faire sur certaines tâches d'être aussi bah, meilleurs que des LLM. Nous, par exemple, chez Harvester, on a testé aussi des modèles de machine learning qui existent maintenant déjà depuis pas mal de temps pour, par exemple, faire de la catégorisation automatique de feedback. Ouais, Un LLM n'est pas forcément toujours très pertinent là-dessus, et il y a d'autres modèles qui permettent de le faire mieux. Donc, c'est ouais, comprendre que voilà, il y a pas que les LLM. Quand on veut utiliser un LLM, comprendre ce que c'est, savoir ce que c'est. Bah, on parlait l'autre fois au meetup de la température, par exemple, qui est un paramètre qui peut être réglé
qui va avoir un impact aussi sur les résultats renvoyés par le LLM, comprendre ce que c'est un RAG, du fine-tuning, les MCP par exemple. En fait, je pense que de la même façon qu'un PM est, était amené à comprendre ce que c'est, je sais pas, une API, une logique serveur-client, un front-end, un back-end, bah, doit comprendre comment aussi la techno IA fonctionne. Parce que derrière, forcément, ça a des applications c'est des implications sur bah, quel modèle je vais choisir, comment j'évalue le modèle, quels sont peut-être les enjeux aussi de coûts, d'infra derrière. Donc voilà, il y a plein de vraiment de hard skills dans lesquels, à mon avis, il faut rentrer rapidement si tu es first PM. Pour arriver à rentrer justement dans ces, euh, comment dire, pour monter en compétence sur ces sujets-là, toi, tu aurais quel conseil justement? Ta veille, tu l'amènes comment? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a de tout partout. Et très honnêtement, moi, j'ai du mal à savoir ce qui est pertinent et ce qui l'est pas. Ouais, non, c'est sûr que on est bombardé d'informations sur les nouvelles sorties de tel modèle de semaine en semaine. Donc je pense qu'il faut avoir une bonne hygiène sur justement cette veille et l'information qu'on va aller chercher. Pas essayer de tout lire, pas s'abonner à 10 newsletters parce qu'au final on les lit pas et qu'elles disent aussi T'en tous as la même chose. quelques-unes comme ça déjà que tu trouves enfin, mieux que d'autres? Bah, je pense que c'est assez personnel, mais j'avais entendu un bon conseil, je sais plus où, de quelqu'un qui disait bah, abonne-toi à 5 newsletters ou même 10 et à la fin garde celle que tu lis quoi. Ouais. Et je trouve que c'est assez pertinent parce qu'en fait bah, déjà les infos sont plus ou moins toujours les mêmes et après ça va être un peu une question de ligne éditoriale qui toi te parle ou pas. Ouais, la sensibilité que tu peux avoir, je comprends. Ouais, c'est ça. Moi, bah, il y en a une par exemple que je lis qui s'appelle The Rundown AI, Ok. que moi je trouve bien. Elle est assez succincte, il n'y a pas trop d'informations. Il y a une partie aussi un peu outil parfois qui est intéressante. Et, et après, c'est peut-être plus aller chercher des contenus spécifiques, notamment par exemple sur un truc que moi je recommanderais, c'est sur YouTube. Il y a un ancien de chez OpenAI qui a fait alors plusieurs vidéos, mais surtout une alors, ça dure un peu plus de 3 heures, donc c'est assez, c'est peut-être pas à faire d'un coup, mais qui explique ce que c'est un LLM, donc comment ça fonctionne, comment c'est entraîné, et vraiment avec aussi un écran à l'appui et parfois des démos. Et ça permet vraiment de démystifier la chose, de comprendre en fait concrètement que voilà, c'est une grosse machine, on va dire probabiliste pour simplifier. Et je pense que c'est un bon point de départ parce que ça permet comme dit, de démystifier plein de choses, de voir que entre la réalité et ce qui est parfois annoncé ou sur ce qu'on nous annonce qui va arriver dans 6 mois, tout le monde va être remplacé, etc. Euh, voilà, ça permet de comprendre ce qu'il y a derrière. Et le mec s'appelle Andrej Karpathy, c'est un ancien d'OpenAI. Ok, j'essaierai de retrouver la vidéo, comme ça je la mettrai en lien dans l'épisode. Et effectivement, démystifier le truc, parce que pour beaucoup, c'est la voie absolue, et c'est bien de comprendre aussi pourquoi il y a des hallucinations, comme tu dis, ce côté très probabiliste. Avant, quand on parlait d'IA, tu vois, tu parlais de machine learning, deep learning, ça c'était des choses, comment dire, où le résultat, il était clair, net, il était obvious, là où maintenant, avec l'IA générative, le résultat, il peut justement ne pas être bon. Et ça, c'est des choses aussi qu'il faut comprendre, en fait, derrière. Ouais. Et Euh, sur bah, comment évaluer aussi après ces résultats, enfin, sur ta question de c'est quoi les compétences, pour mettre en place des features IA typiquement dans une entreprise, il y a le sujet de voilà, comment j'évalue la qualité des résultats, comment j'itère sur ces résultats-là pour faire encore mieux. Il y a des outils aussi aujourd'hui qui permettent de le faire. Et je pense que c'est aussi une compétence que les PM doivent acquérir. Et après, le meilleur moyen, c'est aussi de pratiquer, quoi. D'essayer ouais, de créer clairement. des POC, soit pour le produit sur lequel je travaille, soit des petits agents pour essayer de m'aider dans mon quotidien et toucher vraiment au LLM et de voir les résultats et Ah, d'apprendre à partir de ça. après, je te pose une question qui peut paraître très très bête pour toi,
mais je pense que pour certains qui n'ont pas vraiment mis les mains dedans, c'est un rappel qui peut être intéressant, mais en fait, comment dire, des IA génératives, on a accès à beaucoup maintenant d'IA génératives, et je sais que dans certains contextes, il y en a qui peuvent être meilleurs que d'autres, en fait, par rapport aux besoins qu'on essaye de, de traiter derrière. Je reviens au meet-up qu'on a fait il y a 2 jours avec French Produit, où Mathieu Segui nous disait que lui, pour justement de la rédaction de mail, il préférait, je crois qu'il parlait de Claude, justement, lui, sur la Ouais. rédaction de mail, pour lui, c'était plus sympa. Toi, tu privilégies quel type d'IA générative, dans quel contexte? Bah, pour le coup, c'est marrant parce que moi, j'ai l'avis opposé. C'est-à-dire Ah, pour le c'est bien. contenu, je trouve que ChatGPT est meilleur euh, et que Claude est meilleur sur les tâches techniques, Ouais, bah, notamment dans les benchmarks, sur tout ce qui est programmation, ils sont objectivement meilleurs. Et donc, j'ai plutôt tendance à utiliser Claude sur des tâches vraiment techniques, aussi quand ça touche à du code et à de la programmation, et plutôt ChatGPT pour, on va dire, tout le reste, donc produire du contenu. On parlait de quelque chose qu'on peut facilement, enfin que les PM, First PM peuvent actionner rapidement quand ils s'intéressent à l'IA, c'est aussi tout ce qui va être documentation produit. Ça permet de gagner énormément de temps. ouais, Documenter, donc tu peux faire même spécifier, on va dire, ta feature grâce à un chat GPT, lui donner un peu de recherche utilisateur aussi si tu le veux, et après bah, en sortir aussi une doc support, une communication marketing. Et donc tout ça, ça se fait très vite. Et après, il y a comment toi tu vas interagir avec le LEM pour l'orienter dans la bonne direction, poser ouais, les bonnes forcément. questions. Mais, euh, mais ouais, moi c'est un peu ça. Et après, les modèles, ça dépend de quoi on parle. Mais nous, dans notre produit, on regarde plus bah, pour telle tâche, on va aller tester tel ou tel modèle, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui est le meilleur aussi rapport qualité-prix, parce que ça c'est un sujet aussi important où je pense que les first PM doivent monter en compétences rapidement, c'est comprendre comment fonctionnent les coûts, les tokens, etc. Clairement, clairement, parce que tu peux avoir des risques de commencer à faire des additions forcément très salées avec Ouais, des résultats qui sont pas forcément très probants. exactement. Super intéressant ça. J'en avais discuté un peu. Je sais qu'il y a GoJob qui a implémenté des trucs pas mal pour justement discuter avec ceux qui recherchent un emploi. Ils ont implémenté des trucs assez canons au niveau de l'IA générative et ils avaient testé beaucoup de solutions. Mais c'était il y a maintenant un an, donc c'est bête, mais il y a un an, c'était une vie au final pour eux, pour voir qui était et le plus performant et le moins cher entre Mistral, OpenAI, et je sais plus ce qu'ils avaient testé d'autres, mais il y avait plein de choses comme ça. Et comme tu disais, au final, malheureusement, c'est en mettant les mains dedans qu'on s'aperçoit vraiment de ce qui vaut le plus le coup, quelque Ouais. part, hein. On peut faire un peu des benchmarks en amont, mais au bout d'un moment, il faut tester et prendre quelques semaines pour voir quelle est la meilleure solution, quoi. Ouais, puis tu disais il y a un an, c'est il y a longtemps, mais nous on s'est aussi rendu compte que tu as des modèles, par exemple, nous on utilise Claude Haiku, il me semble que c'est 3.5, donc c'est pas le dernier, c'est pas les derniers modèles d'Anthropic, euh, c'est un modèle de l'an passé, et en fait, pour certaines tâches et pour le coût aussi associé, il fonctionne très bien, il fait très bien le job, et donc on n'a pas de raison de passer sur le dernier Claude Opus 4 qui va nous coûter 10 fois plus cher. Parce que voilà, ça fonctionne bien, il y a peu d'hallucinations. Et, euh, et bon, pour autant, on a toujours cette veille de dire, OK, il y a un nouvel modèle qui sort, est-ce qu'on peut l'appliquer, combien ça nous Ouais, coûterait? Il faut itérer comme ça. ok, super intéressant, super intéressant. J'avance un peu, parce que sinon je pense qu'on pourrait discuter encore longtemps comment dire, des modèles comme ça. Dans la préparation de l'épisode, il y avait un sujet qui nous paraissait quand même important à traiter, c'est que forcément, cette arrivée de l'IA générative, ça va aussi perturber et ça va avoir un impact sur le recrutement pour des startups, pour des PME, de la première personne au produit. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, justement, sur quels pourraient être ces impacts et comment
une personne, alors que ce soit, j'ai envie de dire sur les deux facettes, c'est-à-dire côté CEO, comment on peut changer un peu les choses, qu'est-ce qu'on peut attendre et à quel moment recruter, et côté First PM, justement, on l'a un peu dit, mais comment présenter vraiment les choses pour arriver avec une longueur d'avance à ces entretiens. Ouais. Sur le recrutement, je pense que il y a aussi, ça dépend aussi de la fibre plus ou moins produit Ouais, des fondateurs. Donc, un fondateur qui a vraiment la fibre produit, comme c'est le cas par exemple chez nous, peut peut-être d'autant plus repousser le moment où il va avoir besoin de recruter un first PM, parce que notamment sur toute la partie opérationnelle, il va pouvoir se dégager du temps, automatiser pas mal de tout choses à fait. et voire même commencer à faire des, je sais pas, des designs, des protos aussi en toute autonomie, ce qui était plus compliqué avant. Et par contre, en revanche, il y a moins cette fibre produit, je pense pas que ça va forcément retarder le recrutement du first PM. Et peut-être même au contraire, parce que de l'autre côté, on a aussi les devs qui, grâce à l'IA, gagnent en vélocité, sont capables ou vont être capables de plus en plus de shipper de plus en plus de choses. Et maintenant, ça veut dire qu'il faut aussi leur donner les bonnes choses sur lesquelles travailler. Ouais, clairement. Et d'où la nécessité peut-être aussi plutôt d'avoir un first PM ou un first designer, selon aussi, pareil, l'affinité de l'équipe qui est déjà en place, pour avoir cette casquette de parler avec les clients, comprendre le marché, savoir sur quoi il faut travailler, et derrière pouvoir répondre à la plus grande vélocité des équipes tech. Donc c'est un peu difficile à dire, c'est toujours difficile de et risquer de prédire l'avenir, mais je pense qu'il y a plusieurs tendances qui vont un peu s'entrechoquer et que peut-être qu'au final, ça va pas forcément changer le moment où je recrute le first PM. Moi, la question que je me posais là-dessus, c'est il y a pas longtemps, j'avais écouté un podcast. Là, je crois que c'était le CEO de Billabex qui disait qu'en gros, lui, quelque chose genre 23 employés, mais en fait, il a que 5 salariés. Et le reste, c'est que deux agents IA en fait qui travaillent pour lui. Donc, j'avais adoré la manière de présenter les choses. Moi, la question que je me posais, c'est, je pense qu'il y en a qui sont vraiment très, très, très à l'aise avec l'IA générative. Et donc, ils gagnent vraiment du temps avec ça. Et je me demandais si il n'y avait pas aussi un risque quand même pour les CEO de, comment dire, de vouloir vraiment à tout prix s'en servir au détriment donc d'un recrutement, et en fait ne pas être assez à l'aise et perdre du temps quelque part. Ouais, c'est sûr que tu as cette si vraiment tu veux en arriver au point où tu vas effectivement avoir des agents qui font plus ou moins de choses pour toi, ça demande du temps. Donc ça demande de se former, ça demande de mettre ça en place, potentiellement de le maintenir aussi. Donc c'est faisable pour un certain nombre de choses. Et moi, par exemple, à titre personnel, je me suis créé je sais pas si on peut appeler ça des agents, mais en tout cas, Ouais, t'as j'automatise tes connaissances, voilà, que tu automatises. j'automatise un certain nombre de choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on entend parler d'agents comme si c'était limite une personne qui travaillait Je dans suis son coin. complètement d'accord avec toi. C'est une petite Euh, automatisation, ça va récupérer un truc dans ta boîte mail, t'envoies ça dans un prompt où tu as donné quelques instructions et ça te sort un truc en sortie, et comment dire, et ça te convient très bien, et c'est pas forcément un agent comme tu dis, on ressource une ouais, personne qui fait tout. Ouais, je suis complètement ouais, et d'accord puis avec tu toi peux là-dessus. commencer simple sur un process simple et après justement aller rajouter de plus en plus de choses et tout ça mis à bout, effectivement, ça peut automatiser pas mal de choses. Après, enfin, tu recrutes jamais, et là je parle plus de ma casquette CEO, tu recrutes pas uniquement une personne pour son exécution, tu recrutes aussi une personne pour ce qu'elle va apporter en termes de vision, de stratégie. Et en plus, First PM, c'est un rôle qui arrive en général quand la boîte n'est pas non plus énorme, dans le cas notamment des startups. Et donc là, c'est pas juste quelqu'un qui va exécuter, c'est quelqu'un qui est quand même une brique fondatrice Je suis dans ce complètement qui va d'accord. devenir ton produit. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un rôle qui reste toujours essentiel, et c'est le cas de la fonction produit en général.
et peut-être même encore plus essentiel parce que, comme dit, l'IA permet de beaucoup plus facilement de créer des features aujourd'hui et donc il y a besoin de quelqu'un qui pilote tout ça. Ouais, non, mais clairement, clairement. Et dans les deux cas, soit tu as des founders qui sont très très à l'aise avec l'IA et comment dire, qui arrivent à potentiellement repousser des recrutements, mais au bout d'un moment, quand même, il faut arriver à se dégager du temps. Donc, tu viens recruter un profil comme ça. Et pour ceux, par contre, qui sont moins à l'aise avec l'IA, le recrutement justement d'un first PM, bah, si cette personne-là, elle est à l'aise avec l'IA, ça peut être un vrai boost aussi pour l'entreprise. Parce que c'est Ouais. une compétence que eux n'ont pas. Et comme tu dis, alors, c'est un profil qui va venir mettre du process, challenger sur la vision et compagnie. Mais si en plus il apporte cette compétence qui est pas forcément présente sur une partie plus business de l'entreprise, c'est super important. Parce qu'on se doute que la partie tech peut être à l'aise dessus. Par contre, se servir de l'IA sur une partie plus business, c'est super important aussi. Ouais. Après, ouais, ma seule crainte, c'est que il y a un peu un décalage, peut-être des attentes trop fortes de la part des CEO quand ils vont recruter un first PM. Non seulement trop fortes, mais en décalage avec la réalité aussi de la technologie aujourd'hui, de ce qui est possible de faire, et qui comprennent d'ailleurs pas forcément très bien. Et donc, c'est comment les first PM vont se positionner par rapport à ça, pour aussi expliquer. Et c'est là c'est important de connaître la techno, expliquer Ouais. ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas encore possible de faire. Et peut-être aussi être capable de voilà proposer, je sais pas, une roadmap IA pour l'entreprise qui soit cohérente. Donc il y a clairement plein de nouveaux enjeux aussi sur le recrutement et comment il faut s'y préparer. Là, j'aime beaucoup le côté aussi, la roadmap IA. Ça, j'aime beaucoup. C'est un truc très spécifique, mais à penser. Euh, il y a un truc quand même, c'est donc on en parle dans tous les sens. Moi perso, j'ai l'impression que tout le monde est expert. Quelque part, des fois, ça me fait flipper quand je vais sur LinkedIn. Je me dis bon, ben moi je m'en sers, je pense pas trop mal, que ce soit dans mon quotidien à moi ou dans les entreprises que j'accompagne. Mais j'ai l'impression que tout le monde est expert et franchement, moi je me considère pas comme un early adopter là-dessus. Euh, donc la question que j'avais pour toi derrière, c'est euh, pourquoi selon toi il y a des équipes qui tardent à intégrer l'IA euh, et euh, quel est ton ressenti un peu là-dessus? Ouais, alors ouais, clairement sur LinkedIn, tu as l'impression que tout le monde est expert, mais bon, ça c'est que ce soit pour l'IA ou pas, C'est la vitrine. c'est toujours comme ça. Après, dans la réalité de ce que nous, par exemple, on voit au contact des équipes produits et des first PM, depuis, tu disais en intro la sortie de ChatGPT, donc ça fait quand même maintenant 3 ans. On n'a pas encore, enfin, on n'est pas encore dans une phase où on a complètement révolutionné les choses comme on nous l'annonçait ou comme on nous l'annonce au quotidien sur LinkedIn ou autre. Que l'adoption, ça prend du temps. Et d'ailleurs, pas forcément dans les grosses structures, hein, c'est aussi le cas des plus petites structures. Les équipes expérimentent beaucoup, ça c'est ce que moi je vois, sur essayer de se créer des petites automatisations, des agents, essayer de créer aussi des features IA. Et en fait, il y a le rôle, enfin le temps du PM est actuellement aussi un peu écartelé entre ces deux trucs, c'est-à-dire utiliser, expérimenter l'IA pour m'aider dans mon quotidien et en même temps, faut que je ship des features IA, donc il y a pas mal de montée en compétences à faire aussi. Donc je pense que c'est une question de temps, c'est une question de maturité de la techno où il y a toujours une courbe d'adoption où il y a les early adopters et après ça se diffuse et c'est le rôle aussi des équipes produits justement de créer les bons produits qui vont permettre à ces technos d'être adoptés parce que mine de rien elles ont encore et elles ont même fondamentalement des gros défauts si on parle des LLM. Donc il faut essayer de les corriger, de les patcher, derrière donner la bonne expérience pour que les équipes puissent se les approprier. Donc ça, je pense que c'est un temps d'adoption qui est normal et et où on verra au fur et à mesure. Par exemple, tu as les outils de prototypage euh, type Lovable, V0 et autres qui permettent Ouais, de facilement créer on va dire des MVP ou voire même des premiers produits. Et un gros problème aujourd'hui avec ces outils-là, dont j'entends pas mal parler, c'est comment j'arrive à intégrer mon design system, si j'ai déjà un produit en place, pour pouvoir faire
créer des nouveaux MVP à partir de ça. Aujourd'hui, c'est rudimentaire et compliqué et ça fonctionne pas forcément très bien. Mais je pense que voilà, d'ici 6 mois, peut-être maximum un an, ces outils-là permettront de le faire très bien. Et donc ça va favoriser l'adoption et peut-être que oui, les PM seront à ce moment-là très autonomes sur la création Ouais, je comprends. de MVP et de POC. Mais sur ce truc-là, justement, comment dire, ça évolue très vite et il y a des degrés de maturité. Alors, ça dépend des sujets, hein. Il y a générative, comme tu dis, sujet très très large. Et suivant les cas d'usage, il y a des cas d'usage qui sont très matures et d'autres qui le sont moins. Au tout début, là, je te parlais, moi, de l'interprétation des transcripts suivant les langues. Pour moi, on était toujours pas forcément très bon. Je me contredisais en me disant, bah, franchement, il y a un an, c'était pas terrible, et franchement, maintenant, c'est bien, notamment sur le français, on va dire. Donc, bon, déjà, tant mieux. Moi, j'écoutais, il y a pas longtemps, là, j'ai écouté un podcast avec, comment il s'appelle déjà, Jordan Chenevier-Truchet, le CEO de Bulldozer, qui lui disait justement que côté IA, il était pas du tout un early adopter parce que ça va trop vite, ça bouge trop vite. Si on veut rester à jour, faut être en veille, mais c'est une veille quotidienne. Et lui, il attendait un peu. Je dis pas qu'il est pas du tout dans l'IA, mais des espèces de temps de passage où quand il y a un truc qui est mature, là, il y va à fond. Mais ce côté veille active quotidienne qui fait que tous les mois, potentiellement, tu es obsolète, c'était quelque chose qui, lui, voyait comme un frein et c'est pour ça qu'il n'était pas justement un early adopter de tout ça, quoi. Oui, bah c'est pour reprendre l'exemple juste d'avant, tu peux te dire bah je vais essayer d'utiliser Lovable et passer beaucoup de temps à prompter, à utiliser, je sais pas, les API, les MCP, essayer d'intégrer avec Figma, machin, pour intégrer mon design, ou alors je vais attendre qu'en fait l'outil permette de le faire self-service et voilà, j'aurais pas non plus perdu beaucoup de temps. Donc ouais, je pense que c'est pour n'importe quel techno, il y a toujours des gens qui vont s'intéresser plus à ça, vont Tout, y passer du temps et d'autres qui préfèrent attendre. Et... en fait, ça génère des nouvelles opportunités. Après, comment dire, le service, on y aura accès, mais il y en a certains qui prennent ce chemin-là d'entrée et c'est des belles opportunités aussi pour eux, hein, tout simplement. Ouais, mais je pense que pour autant les outils qui peuvent aider les first PM dans leur quotidien, c'est pas, il n'y a pas forcément besoin de faire trop compliqué et Ouais, peut-être privilégier les solutions qui marchent déjà. Par contre, intégrer l'IA dans son produit, ça c'est un travail et des compétences qui s'acquièrent plus, à mon avis, sur le long terme et où il faut pas perdre de temps parce que là, tu peux avoir un produit dans une industrie en particulier qui, bah, si t'as pas intégré l'IA ou si tu l'as pas bien intégré, peut être amené à disparaître si un concurrent le fait bien mieux que toi. ouais, je comprends, je comprends. C'est très très clair, très très clair. Euh, Quelque part, j'ai envie de te dire, là justement, tu projettes dans le futur. Toi, tu le vois comment un peu ce métier-là de premier product? À chaque fois, enfin, moi j'ai parlé de First PM, c'est comme ça que j'avais créé un peu l'identité du podcast, mais c'est sûr que je me suis aperçu qu'on parle des fois de premier product designer, alors qu'il n'y a pas forcément un product manager. Des fois, il y a même des premiers product marketeurs, alors qu'il n'y a pas de product management. Ça dépend un peu de la sensibilité de la boîte. Mais Hmm. dans le futur, toi, tu vois un peu les choses comment avec l'IA pour ça, pour Euh, ces premières personnes produits dans une boîte? je pense que ce qui est clair, c'est que c'est ce qu'on disait tout au début. Donc, il y a toute une partie opérationnelle qui va Ouais. progressivement disparaître et être automatisée, et où les first products auront accès à des outils qui leur permettront de faire beaucoup plus de choses, d'être plus autonomes, bah, comme on disait aussi juste avant, sur la création de MVP, itérer sur ça sans avoir besoin de faire appel à des devs, à des designers. Donc ça, d'ici quelques années, je pense que ce sera déjà bien en place, en tout cas dans pas mal d'équipes. Et après, sur le reste, je pense que c'est difficile de se projeter, mais si on regarde en arrière et la sortie de ChatGPT et le chemin qui a été fait entre ce moment et là où on est maintenant, bah, on peut se projeter dans 2 3 ans et voir que c'est sûr que les technos vont continuer à avancer vite. L'adoption avancera moins vite, je pense. Ouais. Et
voilà, on sera pas, à mon avis, dans un monde complètement différent, mais la fonction évolue et c'est important d'évoluer avec ça et de pas avoir de crainte et de voir ça plus comme une opportunité, en fait. Ouais, clairement, clairement. En fait, faut pas le voir comme une crainte, mais il faut rester en veille quand même, on va dire. Et Ouais. qu'est-ce que j'allais dire? Sur le côté des MVP, tu vois, tu parlais de Lovable et compagnie. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que il y a quelques années de ça, il y a le no-code qui est arrivé avec plein d'outils no-code. Et justement, on disait, super facile maintenant à faire du MVP dans tous les sens, que ce soit pour un produit ou pour une fonctionnalité qu'on allait mettre dans notre produit, avec une surcouche de no-code et tout. Et au final, bon, ben voilà, il y a des boîtes qui l'ont fait, il y a des boîtes qui l'ont pas forcément fait. Et comment dire ça? Ça n'a pas été une révolution, un on-off monstrueux. Voilà, ça a été des belles opportunités pour certaines boîtes, d'autres qui ont réussi à quand même avancer sans. Alors l'IA générative, ça offre encore plus de perspectives, mais ce ne sera pas forcément un switch où on efface le passé, on va dire quoi. Oui, et puis je pense que les deux vont se compléter, c'est-à-dire que Ouais, tu peux avoir justement une expérience type no-code sur un outil ou techno type Lovable ou autre pour peut-être générer plus facilement des maquettes, avoir peut-être l'expérience un peu drag and drop, etc. du no-code et à mon avis c'est ça surtout ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est créer ces nouvelles expériences qui vont faire que les technos vont être adoptés ouais. et et que les équipes produits vont effectivement pouvoir devenir plus productives et que ce soit voilà même plus un sujet. Je comprends, je comprends. Tu nous as partagé déjà quelques ressources pendant l'épisode là. Je sais pas si tu en as encore quelques-unes à nous partager, si tu penses à, je sais pas, certaines des podcasts, des newsletters, des articles, des blogs, quelque chose comme ça. Euh, Ce qui est intéressant de regarder, je pense, c'est aussi les ressources que produisent les Anthropic, OpenAI, etc. Parce que, notamment par exemple, sur le prompt, Anthropic a un outil sur la console Anthropic où, donc c'est plutôt la partie, on va dire, un peu pro, euh, où ça te permet en fait de créer, d'itérer sur tes prompts. Donc de lui donner un premier prompt avec une tâche à faire, ensuite de lui demander éventuellement des conseils pour faire évoluer ce prompt, de tester ce prompt sur des cas d'usage. Ça, je trouve que c'est pour monter en compétence sur les prompts, c'est utile et aussi pour automatiser une partie du travail. Et après, oui, toutes ces boîtes-là produisent forcément des contenus aussi pertinents à suivre, pas tellement sur forcément les derniers modèles qui sont sortis, mais sur comment utiliser les LLM. Et après, voilà, il y a plein de choses. Je pense que ça dépend un peu où en sont les personnes dans leur cours d'apprentissage. Et ce qui reste le mieux, c'est de faire quoi, d'essayer de se monter un petit agent ou une petite automatisation avec Zapier, N8N. Essayer de faire un projet Lovable ou sur V0 ou autre. Et à mon avis, c'est la meilleure façon de progresser et aussi la plus sympa, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ok, super. J'ai fait le tour moi de ce que je voulais te demander. Je pense qu'on est bon. Est-ce que si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, bah écoute, merci beaucoup pour l'échange et peut-être juste ouais, réitérer le fait que, à mon avis, ça a jamais été un meilleur moyen pour créer des produits. Et il faut pas qu'en tant que first PM ou PM, il y ait une appréhension par rapport à ces nouvelles techno. Faut voir ça vraiment comme une opportunité. Et voilà, ça va bien se passer. Ouais, clairement. Bah, merci beaucoup Valentin, je te rejoins complètement. Et puis, comment dire, je prends bien note de toutes les ressources que tu as partagées, de la manière dont tu traites le sujet. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis même, très honnêtement, hein, moi, je vais me nourrir de ce que tu as dit là pour essayer de monter en compétence sur certains points. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Et Merci si à les gens toi. veulent te retrouver, je suppose, LinkedIn, sans aucun problème. Ouais, Ça marche. Allez, merci à toi et bonne journée. merci Marc. Ciao. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte.
Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.